Laurent Seksig, bonsoir. Bonsoir. Alors nous allons parler avec vous ce soir de Stefan Zweig, le grand romancier autrichien, dramaturge, biographe, très prolifique. Alors il va carrément de Sigmund Freud, qu'il a connu, ouais, à Marie-Antoinette, dont on se dit qu'il aurait aimé la connaître quand on lit cette biographie. Alors il est mort, Stefan Zweig, le 22 février 1942. Au Brésil, à Petropolis, étrange ville près de Rio de Janeiro. Il s'est suicidé aux côtés de sa deuxième épouse, Lotte. Et c'est cette dernière période de sa vie que vous racontez dans ce livre, les derniers jours de Stefan Zweig, paru chez Flammarion. Et franchement, je défie qui que ce soit de lire ce livre sans être troublé et d'être ému dans les dernières pages. Alors on connaît votre travail, Laurent Seksig, vous êtes praticien hospitalier écrivain, ce qui est assez particulier. Et vous avez fait bien d'autres choses. Vous avez même animé une émission sur iTélé, Postface, qui est une émission d'actualité littéraire. Et vous êtes chroniqueur littéraire au point. Donc là, face au miroir, dites-nous votre passion pour Stefan Zweig. En réalité, moi j'ai l'impression d'être tombé dans Zweig il y a un quart de siècle, lorsque j'avais 20 ans, et puis de ne plus réellement m'en être relevé. Il y avait d'abord la fascination pour l'homme, douloureux, ténébreux, crépusculaire, et en même temps bâtisseur de galaxies, constructeur de légendes, vous l'avez bien dit. Il y a l'émerveillement devant la prose, devant la musicalité de son verbe, devant la force de son phrasé, et devant cette capacité unique de résumer en quelques mots, en quelques lignes, un instant de la vie où le destin bascule, où le destin chavire. Et puis, il y a cette obsession du monde d'hier qui me poursuit depuis que j'ai découvert ce livre-là, Le Monde d'hier. Moi, c'est avec ça que je suis entré dans Zweig. Et comme beaucoup, comme vous, comme des milliers ou des millions de lecteurs, aujourd'hui autant qu'hier, parce que, vous l'avez dit, c'était un monument à l'époque. Il a vendu 60 millions de livres, de son vivant, il était traduit de par le monde avec ses pièces de théâtre. Tout cela pour dire que ce roman-là des derniers jours, qui est une histoire qu'il n'a jamais racontée. Son autobiographie, Le Monde d'hier, j'y reviens, s'arrête en 1940. Il reste à Stefan Zweig et à sa seconde femme, Lotte Altmann, 1 an et quelques à vivre. Ce livre-là, il ne l'a jamais écrit. C'est pourtant l'histoire la plus bouleversante, la plus triste, la plus romanesque qui soit. 2 êtres perdus sur les rivages du désespoir, Lotte Altmann, Stefan Zweig. Ces 2 êtres perdus sous un soleil traqué et qui vont finir par prendre une fiole de Véronal. Cette histoire-là, il l'a écrite dans ses lettres, dans ses correspondances. Et moi, j'ai voulu en faire un roman au lieu de la mémoire et du souvenir. Resituons, parce qu'effectivement, on parle de cette Vienne de la fin du 19e siècle. Et là, c'est important de resituer Zweig dès le début dans ce Vienne-là, je crois. Il naît en 1881, il est le fils d'une longue lignée de juifs. Alors sa mère est une riche juive italienne, son père est un industriel, mais un petit industriel qui va peu à peu monter son affaire. Et puis, dès l'âge de 20 ans, il rencontre les plus grands, il rencontre Hofmannsthal, il découvre un peu plus tard Rilke. Et à la fois dans Le Monde d'hier et dans son existence, il va d'abord éclore complètement, il va dépasser en notoriété et Hofmannsthal et Rilke. Il va rencontrer, parce qu'il y a des rencontres absolument étonnantes de cet être-là, évidemment Freud qui sera son maître, et qui, on le sait peu, le considérait comme un immense écrivain. Et Freud est un grand lecteur. Mais il n'a pas fait que rencontrer, il a beaucoup écrit. À 20 ans, il avait 400 poèmes derrière lui, c'est ça? Oui, à 20 ans, il avait 400 poèmes. Il commence à rentrer dans la littérature, dans la Neue Freie Presse, qui est un peu le Monde, qui est un peu le grand journal de Vienne. Il écrit des nouvelles qui, curieusement, et là c'est beaucoup plus sombre, ont une vision prémonitoire terrible. C'est-à-dire qu'en 1902, dans la première nouvelle qui paraît, qui s'appelle Dans la neige, il écrit dans sa première nouvelle à 20 ans l'anéantissement de son peuple 40 ans plus tard. Alors, Laurent, c'est juste, on a oublié de dire des choses, c'est qu'il est polyglotte. C'est-à-dire qu'il se promène dans l'Europe, et particulièrement à Paris, en France, où là, parlons de ses amitiés avec Romain Rolland, parlons de ces choses-là, parce que c'est effectivement un homme de son époque, c'est un Européen. Absolument, c'est un Européen convaincu, il incarne l'Europe, il l'exprime dans ses nouvelles et dans ses biographies, et en même temps il la vit, c'est-à-dire qu'en effet, d'emblée, il est à côté de Romain Rolland, pour au-dessus de la mêlée, pour le pacifisme, dès 14-18, et puis ensuite ce sera Jules Romain, et puis ensuite ce sera... À tel point, il va du français à l'italien, à l'allemand, après ce sera le portugais, et puis l'anglais. C'est un homme qui passe d'un monde à l'autre, d'une langue à l'autre, et qui a ce malheur pour lui d'habiter, littéralement, comme tout écrivain,
la langue de Goethe. Et cette langue-là va le bannir. Et pour moi, la fin de Stefan Zweig, alors qu'il mourra 10 années plus tard, c'est lorsque le 10 mai 1933, on va brûler tous ses livres sur toutes les places d'Allemagne, avant de le faire sur toutes les places d'Autriche en 1938. Pour moi, lorsqu'on a brûlé ses livres, c'est lui, quelque part, qui est parti en cendres. Mais vous avez parlé, vous l'avez juste évoqué, ouais. ce pacifisme, Romain Rolland, cet appel, c'est important à cette époque-là, il est un leader intellectuel pour l'Europe et le pacifisme. Moi, ce qui m'intéresse curieusement, c'est qu'évidemment, il y a Romain Rolland, évidemment, et Jules Romain, c'est qu'il soit resté pacifiste en 1933. Ce qui est intéressant pour moi, et ce qui en fait un anti-héros, et ce qui en fait un héros particulièrement romanesque, au-delà même de sa fin avec son épouse, c'est que cet homme-là, contrairement à Einstein, qui était aussi un grand pacifiste, et qui a changé en 1933, contrairement à Romain Rolland, qui est devenu un compagnon de route des communistes, et qui a lutté, et qui a résisté, contrairement à Bernanos, qui lui a changé du tout au tout, lui est resté dans le pacifisme, lui est même resté, et c'est cet homme-là, finalement, que moi j'ai aimé décrire, cet anti-héros-là, il est resté un défaitiste. Alors, quand on lit la fin de votre ouvrage, ce suicide avec Lotte, on en revient à se poser la question de la place des femmes chez Zweig. C'est qui est celui qui parle sans doute par le mieux des femmes dans la littérature contemporaine, qui a une psychologie qui touche au plus près, qui accède à la vérité des femmes, sans doute comme des hommes, mais il se trouve que ses principales héroïnes, je pense à L'aide d'une inconnue, je pense à 24 heures de la vie d'une femme, il a un rapport avec les femmes qui est celui d'un homme imparfait, parce que c'est avant tout ça, moi, qui m'a touché, c'est cet homme. Frédéric von Winternitz, sa première épouse, en effet, doit subir bien des outrages, parce qu'il n'est pas fidèle, parce qu'il aime séduire. Avec sa deuxième épouse, tout va basculer, parce qu'elle est atteinte d'une maladie inguérissable à l'époque, elle est atteinte d'un asthme terrible, et en effet, elle va être assoiffée littéralement d'air, et c'est pour cela aussi qu'ils vont partir en Grande-Bretagne, et puis ensuite qu'ils vont aller se perdre à 800 mètres de hauteur près de Rio pour lui donner un peu d'air. Et vous m'avez permis que je lise un instant, sûr, justement, où ils n'en sont pas encore là, parce que ça c'est la tragédie. C'est la tragédie Mais j'aimerais raconter comment il l'ouvre, comment il arrive au Brésil. Il tourna la clé dans la serrure. Du bagage ouvert émana une sorte de clarté pure. Le jour se levait une seconde fois sur ce coin du Brésil. Son esprit, depuis longtemps engourdi dans un sommeil sans rêve, fut submergé par une calme exaltation, en même temps que son cœur se mit à battre d'un puissant écho. Son cœur battait à nouveau. Il ressentit une présence derrière lui, crut percevoir un souffle, il se retourna, convaincu que Lotte était là, observant la scène, moment de paix dans la tourmente, sereine, immobile, sachant partager la sonalité de l'instant de la même manière calme et en rien fataliste qu'elle avait consenti aux jours et aux semaines d'un infini effroi. Il n'y a plus d'asile sacré, plus d'endroit fixe où habiter, la vie est désormais le lieu d'une éternelle errance. C'est cette errance-là, en fait, qui m'a fasciné chez lui, lui qui était à la fois la lumière de l'Autriche et puis en exil intérieur en permanence. Alors quand il écrit, on le voit dans votre livre, il se pose la question de comment on va recevoir son geste. Est-ce qu'une trahison? Est-ce un abandon? Ce qu'il faut savoir, c'est que son suicide a été, donc il y a 68 ans ou presque quelques jours aujourd'hui, a été un événement dans le monde entier. Alors il y a des pages à la fois terribles de Thomas Mann, oui, à la fois terribles de Bernanos aussi, oui. Mais ce geste a été considéré, pour lui qui avait réussi à se sauver de l'anéantissement des siens, comme un geste pour certains de trahison et pour d'autres de désespoir. Et alors que la lumière peu à peu s'éteignait sur l'Europe, alors que l'Europe plongeait dans les ténèbres, ce geste a été terrible pour ceux qui continuaient à vivre et ceux qui continuaient à vivre malgré tout. En réalité, moi ce geste, sans l'excuser, sans l'expliquer, ce n'est pas le rôle du romancier, il s'explique totalement parce que cet homme est au bord du désespoir depuis des années, des années et des années, et qu'il marche au bord de ce désespoir et qu'il ne fait que sombrer dans l'abîme. Ce qui est plus surprenant, c'est que sa jeune femme l'ait accompagné. Et moi, le mystère de cette histoire, c'est que cette jeune femme de près de 25 ans de moins que lui ait aussi avalé sa fiole de Véronal et aussi voulu le retrouver dans la mort, qui est sans doute le seul endroit où elle pouvait le retrouver. Il lui laisse même le choix de ne pas le suivre. Il décide de mourir le premier, oui. Et il lui laisse le choix et elle le suit. Et elle le suit, elle l'accompagne. Et finalement, eux qui cherchaient le repos dans cette ville de Pétropolis, ils vont découvrir le repos éternel. Alors, vous l'avez dit dès le début, vous êtes entré dans Hans Zweig, si je puis dire, par Le Monde d'hier, qui d'ailleurs a été publié après sa mort. Aujourd'hui, aux jeunes gens qui vous regardent ou à tout un chacun qui n'a pas encore
accéder au monde de Zweig, que lui conseillez-vous en premier? Lire. Alors, en premier, c'est difficile parce que de toute façon, celui qui découvre Zweig va lire tout Zweig. Et c'est ça qui est exceptionnel. Il y a quelques auteurs comme ça. Moi, je lui conseille de rentrer à la fois s'il veut connaître Stefan Zweig, parce que c'est là où il est réellement, où il est précisément à l'instant où il écrit, en 1941, dans Le Joueur d'échecs. Et puis ensuite, il y a 24 heures de la vie d'une femme, qui est un roman éblouissant, avec sa connaissance de la psychologie féminine, et puis toutes ses biographies. En tout cas, merci beaucoup. On sent cette passion, cette émotion quand on parle de Zweig. Et je le répète et je le dis, il faut lire ce roman, Laurent Sexic, Les derniers jours de Stefan Zweig, c'est chez Flammarion. Et je le dis encore, je défie qui que ce soit de ne pas être troublé et ému à la lecture de votre roman. Merci beaucoup. Merci à vous.